En deux mots, je vais quand même me présenter pour démarrer. Donc, je m'appelle Vincent Rahir, je suis conseiller banque des entrepreneurs chez BNP Paribas depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, on accompagne les entrepreneurs dans toute la durée de vie de leur entreprise, depuis le moment où ils se lancent jusqu'à tout à la fin, quand ils remettent leur business, éventuellement leurs enfants ou à quelqu'un d'autre, à toutes les étapes. Et depuis une dizaine d'années, je suis spécialisé en tant que starter coach, donc vraiment avec un point de vue plus focalisé sur les gens qui démarrent, qui lancent leur projet. Et on accompagne les jeunes entreprises déjà maintenant depuis un bout de temps, soit dans les jurys, soit dans les formations comme aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait intervenir le plus tôt possible pour vous accompagner au mieux quand vous avez une idée. Donc d'être là avant le jour où vous venez voir le banquier pour ouvrir votre compte ou pour demander du crédit. Donc on se rend compte que plus on intervient tôt, plus on donne du conseil, de l'expertise en amont au moment où vous avez votre idée, mieux vous êtes préparé pour lancer le business et faire en sorte qu'il soit le plus durable et le plus pérenne possible. Durable dans le sens qu'il va durer dans le temps, hein, le plus pérenne possible. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente le plan financier, un outil super important quand vous allez devoir vous lancer, puisque souvent, évidemment, on a besoin d'un petit coup de pouce financier quand on démarre son entreprise, que ce soit pour acheter des machines, pour financer du stock, pour, je ne sais pas moi, pour développer, acheter un bâtiment, louer un bâtiment, avoir une garantie bancaire. Donc, on a toujours besoin d'un petit coup de pouce financier. Et pour l'obtenir, c'est toujours plus simple quand on a un document qui va expliquer clairement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, avec qui on le fait, pour quel type de client, et surtout comment on va faire en sorte que ce business, cette idée, elle va rapporter suffisamment d'argent pour rembourser les dettes qu'on a fait et surtout pour gagner sa vie. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch d'aujourd'hui. C'est aussi assez important, mais on va faire court puisque je sais que vous avez certainement des questions à poser sur le sujet. Je vais essayer d'être le plus clair possible et il y aura un moment d'environ un quart d'heure, 20 minutes à la fin où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, le plan financier, souvent, on le confond avec le business plan, pardon, on le confond avec le plan financier. Et donc, vous voyez ici déjà le titre et le slide de présentation du sommaire est déjà un peu incohérent. Il faut vraiment faire la différence entre un business plan et un plan financier. Le plan financier, c'est la partie avec les chiffres que le comptable va vous faire. Mais le business plan, c'est l'ensemble du dossier qui explique avec des mots ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Et on va voir vraiment que c'est deux parties qui sont importantes toutes les deux et qui doivent se répondre l'une à l'autre. C'est un document, comme on le voit ici, qui va nous exposer la totalité du projet, ce que vous allez vraiment faire comme activité et tous les besoins dont vous allez avoir, que ce soit des besoins matériels, il faut que je fasse certains types d'investissements, il faut que j'engage du personnel, je vais avoir besoin de liquidité pour faire tourner mon business, comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on va faire ensemble que le projet va se réaliser, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'on va gagner de l'argent avec, la rentabilité, et comment je vais aller contacter mes futurs clients, comment je vais prendre des contacts avec mes partenaires, éventuellement si je dois faire fabriquer un produit par un tiers, ce genre de choses, ou si je dois vraiment travailler avec des fournisseurs très particuliers, comment j'ai mis tout ça en place. On va bien sûr adresser ce business plan, il doit être orienté pour convaincre les partenaires avec qui vous allez travailler, que ce soit vos partenaires financiers, je pense à la banque, mais également éventuellement des investisseurs privés. Ça peut même être des amis ou des gens de la famille qui vont investir via, par exemple, un prêt coup de pouce de la région wallonne. Les banques, comme on le voit, mais également éventuellement des associés. Si vous devez coopérer avec d'autres acteurs du marché ou de votre écosystème pour pouvoir avancer, évoluer et passer les étapes, c'est important aussi de pouvoir leur présenter votre plan financier. Donc voilà. Alors, premier volet, comme on l'a vu, le fameux volet qualitatif. C'est un petit peu difficile, j'espère que je ne vais pas aller trop vite quand même, hein. Mais ici, moi, je ne vous vois pas, donc je suis un petit peu en train de parler tout seul. Donc, pardonnez-moi si de temps en temps, je suis un petit peu hésitant. Donc, premier aspect, le volet qualitatif. Le volet qualitatif, ce sont les fameux mots dont je vous disais, c'est la stratégie complète de l'entreprise. Et on va voir que dans ce volet, on va devoir rassembler un maximum d'informations. Toutes les idées que vous avez eues, toutes les recherches que vous avez faites, toutes les études que vous avez réalisées devront se figurer ici sous forme d'une conclusion convaincante. Il va falloir argumenter et nous montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous ne vous êtes pas lancé, vous ne vous êtes pas réveillé un matin en disant tiens, je vais devenir fleuriste, je vais voir mon banquier, prêtez-moi de l'argent, je vais ouvrir un magasin et il faut que j'achète des fleurs. Non, j'ai bien pensé à tout, j'ai réfléchi comment j'allais réaliser mon business, j'ai trouvé une orientation, une façon de faire pour que ce soit spécial et que moi, je sois vraiment différent de mes concurrents. Et tout ça, je vais l'expliquer à mon banquier ou à mon futur partenaire. Donc, on le voit ici dans la partie qualitative, pardon. Dans la partie qualitative, il y a
qui je suis, qui sont les personnes qui lancent le projet. Si on est plusieurs, on se présente chacun. Quelle est mon expérience, quel est mon curriculum vitae, comment on va fonctionner, comment l'équipe s'est mise en place, et toute une série de questions importantes qu'on va détailler dans les slides suivants. Qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais proposer comme service, sur quel marché est-ce que je vais arriver, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à connaître sur ce marché, comment je vais m'organiser pour réaliser mes objectifs, pour réaliser ma production, et comment est-ce que je vais commercialiser mon produit et atteindre mes objectifs financiers. Les analyses SWOT, vous en avez certainement déjà entendu parler. On va parler brièvement du business model Canva, mais je pense que ça, ce sera une redite. Vous avez certainement vu ça avec vos professeurs et vos accompagnants. Donc, qui sont les porteurs du projet? Voilà, comme je l'ai dit, il faut un maximum d'informations. Si vous avez déjà travaillé auparavant dans un organisme ou dans une société en tant qu'étudiant, ou si vous avez fait des stages, ou si vous avez de la famille que vous avez accompagné, etc., qui vous donne une qualification, une compétence particulière, il faut bien sûr l'expliquer, il faut nous donner un maximum d'informations. Moi, je vais vraiment vous donner le point de vue du banquier, mais quand je reçois un business plan, j'ai vraiment envie que quand je lis ce document, je me dise, waouh, cette personne-là, elle sait vraiment ce qu'elle fait, elle est compétente, j'ai vraiment envie de l'accompagner, j'ai vraiment envie de la soutenir dans son projet et je vais voir comment je peux faire pour lui trouver le financement dont elle a besoin. L'entourage, les partenaires, c'est évident que voilà, j'ai eu récemment une jeune fille qui lançait un pasta bar. C'est pas le projet que de base on va suivre spontanément puisque c'est quand même l'Oreca, c'est une starter. On sait que le secteur est un petit peu bancal en ce moment avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais voilà, elle a une famille qui est dans la restauration depuis plusieurs générations. Les oncles, le père ont plusieurs restaurants. Elle est formée depuis qu'elle est toute petite à la réalisation de pâtes faites maison, etc. Elle maîtrise ça à la perfection et son idée, c'est très spécifique, c'est vraiment de faire des pâtes faites le jour même et vendues à la minute, avec une sauce préparée à la minute. Il y a un concept derrière, il y a une expérience, il y a une connaissance du marché, elle connaît le prix des matières premières, tout ça, elle me l'explique de manière très convaincante. En plus, elle a un petit peu de fonds propres pour démarrer. Voilà, j'ai envie de l'accompagner parce qu'il y a tout un cadre qui fait que wow, je comprends vraiment le projet qu'il y a derrière. Le montage juridique, ça, bien entendu, ce n'est pas le rôle du banquier de vous aider sur le montage juridique. C'est quoi le montage juridique? C'est de choisir si vous démarrez en tant que personne physique ou via une société. Et si vous choisissez une société, quelle est la structure que je vais choisir? Est-ce que je vais prendre une SRL, une ESCOM, une SA? Ça, c'est plutôt le rôle de votre comptable qui, lui, va vous expliquer les avantages, les inconvénients et avoir en fonction de votre situation personnelle, votre situation familiale. Est-ce que je suis marié? Est-ce que je ne suis pas marié? Est-ce que je suis propriétaire ou pas? Est-ce que j'ai déjà des parts dans d'autres sociétés? Est-ce que j'ai un héritage qui va tomber? Ce genre de choses. Donc, toutes ces questions-là, ce n'est pas le rôle du banquier. Nous, on attend de vous que vous veniez avec, voilà, moi, je me lance en tant que personne physique ou je me lance en SRL. Et alors, très important pour nous, on a vraiment besoin de savoir quelles sont vos ambitions. Alors, ce n'est pas du tout pour vous juger ou pour ce genre de choses, mais clairement, si vous nous dites, moi, j'ai envie de faire un travail que j'aime, dans lequel je me sens bien et qui me rapporte juste de quoi vivre confortablement, mais je n'ai pas besoin de rouler en Ferrari ou en Lexus. Moi, une petite voiture me suffit, je n'ai pas de gros besoins, un petit appartement. Ce ne sera pas du tout la même démarche que si vous nous dites, moi, mon objectif, c'est de faire un chiffre d'affaires ou un bénéfice net à 6 chiffres dès la première année. Vous n'avez pas les mêmes ambitions et donc on ne va pas devoir attendre les mêmes choses de votre business plan et de votre attitude en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est important pour nous savoir vers où vous allez, quels sont vos objectifs. Notez bien toutes vos questions au fur et à mesure des slides. On y reviendra par la suite. Donc, n'hésitez pas à me dire, tiens, quand tu parlais des porteurs de projets, tu as parlé des ambitions, tu as dit ceci. Moi, je me posais telle question. OK? C'est ça, Vincent. N'hésitez pas, je rebondis là-dessus. Mettez bien toutes vos questions et je suis justement là pour vous faire remonter toutes ces questions à Vincent. Donc, n'hésite pas. Voilà, Vincent, merci. Merci, Lionel. Alors voilà, deuxième partie, une fois qu'on a présenté les porteurs du projet ou le porteur du projet ou l'équipe mise en place, on va voir un petit peu comment elle est organisée, cette équipe. Est-ce que vous allez devoir engager du personnel? Est-ce que vous êtes plusieurs sur le projet et que vous allez vous répartir les différentes tâches? Donc nous, il faut vraiment qu'on sache qui fait quoi et pourquoi c'est cette personne-là qui a choisi de faire cette tâche-là. Il y en a peut-être un qui va plutôt se focaliser sur la partie production, garantie de sécurité, garantie de qualité, un autre qui va s'occuper de la partie marketing, démarchage, recherche de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Pourquoi est-ce qu'on s'est organisé comme ça? Quelles sont les forces de chacun dans cette structure, dans cette organisation? Et là, je ne peux que vous recommander de faire un organigramme. Un dessin vaut mieux qu'un long discours, donc soyez clair, le plus clair possible, et un petit dessin avec des bulles
un organigramme, c'est vraiment l'idéal. Est-ce que vous allez devoir recruter du personnel? Qu'est-ce que vous attendez de votre personnel? Quelles sont les qualifications dont vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez un coup de main de la famille ou qui viendra se donner? Donc voilà, qui décide surtout? Ça, c'est très important pour le partenaire financier et pour l'associé. Si moi, je dois communiquer des informations, si moi, je dois poser des questions, si on doit négocier le montage financier qu'on va faire, il faut que je sache avec qui je peux négocier par rapport au taux, par rapport au montant qu'on va octroyer, par rapport aux garanties qu'on va demander. S'il y a 5 personnes qui décident, ce sera beaucoup plus compliqué pour moi de mettre 5 personnes d'accord que s'il y a 4 personnes qui sont derrière et qui font confiance à une seule qui vient négocier avec moi pour le dossier. Donc voilà. Donc ça, c'est important qu'on sache qui sont les décideurs dans l'entreprise et comment c'est organisé. Ensuite, bien entendu, la question essentielle, c'est qu'est-ce que vous vendez, quel est votre service, quel est le produit que vous allez mettre en place. Il faut nous expliquer ça en long et en large, en nous expliquant bien entendu pourquoi vous avez choisi de développer ce service-là ou ce produit-là, à quel besoin du marché ça va correspondre. Souvent, on pose la question, quelle est la problématique que ça va résoudre? Il n'y a rien de mieux que d'avoir un produit qui a émergé, que vous avez décidé de développer parce que vous avez rencontré une difficulté dans un contexte de votre vie de tous les jours. Vous vous êtes dit, là, il manque quelque chose, il y a besoin, on va trouver une solution. Cette solution, voilà ce que j'ai trouvé comme solution. Et il y a plein de personnes qui sont concernées par le même problème. La solution, elle existe peut-être déjà à l'étranger, mais pas en Belgique, ou bien elle existe, mais n'est pas parfaite. Moi, j'ai trouvé une solution pour parfaire cette solution. Et donc, on voit clairement comment vous allez répondre à la problématique du marché. C'est important de nous expliquer aussi en quoi elle est originale et en quoi éventuellement on a un certain degré d'innovation. Et quand on parle d'innovation, ce n'est pas uniquement un produit qui n'existait pas avant, ça peut être aussi une manière de présenter son business plan ou une manière de vendre votre produit ou de vous présenter sur le marché. Donc, comment vous allez être différent finalement. Où vous en êtes? Est-ce que j'ai juste une idée et que je n'ai pas encore fait de prototype ou est-ce que j'ai déjà fait des prototypes grâce à, je sais pas moi, un Créalab ou ce genre de choses? Est-ce que je suis prêt à vendre mon produit? Est-ce que j'ai déjà fait, si c'est même un service, est-ce que j'ai déjà testé mon service avec différents clients avant de passer via une couveuse, par exemple, avant de passer en tant qu'indépendant? Donc, où vous en êtes et au fur et à mesure du développement de votre activité, quelles vont être les évolutions possibles? C'est important pour nous de savoir si vous allez démarrer avec une première version ou un premier produit, et puis qu'au bout d'un an, en fonction de la réussite de ce premier produit, il y aura peut-être une deuxième version ou des produits connexes qui vont venir s'ajouter. Donc tout ça, il faut nous l'expliquer. Autre question essentielle, c'est dans quel marché est-ce que vous allez rentrer? C'est super d'avoir une bonne idée et de vouloir lancer un business, mais il faut être sûr qu'il y a un marché pour ce produit, pour ce service, et comment se construit ce marché finalement? Où est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un marché qui existe déjà depuis des années et qui est finalement en pleine maturité? Il y a déjà plein de concurrents, il y a déjà plein d'autres produits similaires et donc vous allez devoir vraiment bousculer pour faire votre place. Ou est-ce qu'au contraire, c'est un tout nouveau marché et donc il n'y a pas encore beaucoup de concurrents, donc vous pouvez vraiment vous y faire une place, mais en même temps, vous allez avoir les inconvénients de cette nouveauté. Ça va faire les maladies de jeunesse, comme on dit. Il va falloir se positionner et constamment être actif pour rester le meilleur et développer le produit. Est-ce que je suis éventuellement un marché en déclin, mais qu'il y a peut-être quand même encore justement des places à prendre parce que certains anciens acteurs s'en vont, sont partis sur un autre terrain et qu'ils ont laissé de la place. Donc voilà, c'est important de bien connaître le marché dans lequel on va rentrer. Et ça, vous avez des accompagnants pour vous aider, des outils de statistiques que vous pouvez aller chercher pour aller chercher tout ça sur Internet ou poser des questions, interroger d'autres acteurs du marché pour répondre à ces questions-là. La taille, combien de familles, combien de ménages sont susceptibles, combien de personnes sont susceptibles de s'intéresser à votre produit, comment ça fonctionne dans l'utilisation du produit ou du service. Éventuellement, toujours très important, est-ce qu'il y a des contraintes, que ce soit environnementales, est-ce qu'il y a des réglementations, est-ce qu'il y a des lois, une législation très particulière qui fait que vous entrez dans un système où il y aura des contraintes dont il faudra tenir compte. Quelle est la part de marché que vous êtes capable d'acquérir, réaliste? Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir promouvoir votre service, votre marque? Ou bien est-ce que vous risquez d'être vraiment écrasé par d'autres marques dominantes sur le marché? Comment est-ce que vous allez vous positionner? Comment est-ce que vous allez répondre à ces défis? Parce que c'est vraiment des défis. Nous, ce n'est pas grave si vous me dites je resterai un petit poisson dans l'océan. Si vous avez
une stratégie qui nous permet de nous expliquer qu'en tant que petit poisson, vous arriverez à éviter de vous faire manger par les requins et que vous êtes convaincant, ça peut fonctionner aussi. Il existe pas mal de marques alternatives à des grosses marques qui intéressent un marché de niche et on va aller chercher ce petit poisson-là spécifiquement pour certains types de besoins très, très spécifiques. Moi, j'ai pas mal de petits clients qui en fait gagnent très très bien leur vie parce qu'ils ont choisi vraiment une façon de s'orienter, une manière de travailler qui fait que pour certains types de travaux, c'est vers eux que même les grosses structures vont se diriger plutôt que vers un gros bateau qui est plus difficile à piloter, qui prend parfois plus de temps à réagir. Et alors, bien entendu, sur le marché, qui sont vos concurrents et comment est-ce que c'est organisé et comment vous allez vous lancer. C'est, par exemple, on dit toujours, l'exemple qu'on cite souvent, c'est si vous voulez lancer en tant que concurrent de Coca-Cola, ce sera beaucoup plus difficile parce que Coca-Cola et Pepsi-Cola, il y a déjà un marché énorme qui est occupé dans tous les supermarchés. Donc voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc, comment est-ce que c'est organisé au niveau de la concurrence? Et alors, pour terminer, oui, bien entendu, qui sont vos clients? C'était le petit point qui arrive en dernier, mais qui en fait est le plus important parce que nous, c'est vraiment là que, enfin, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente, tout simplement. Donc, qui sont vos clients? Dans quel segment de clients est-ce que vous allez évoluer? Avez-vous bien déterminé, via une étude de marché, les besoins et les attentes de vos clients? Est-ce que vous avez bien déterminé votre prix? Est-ce que vous avez interrogé toutes ces choses-là? Donc, voilà, tout ça, c'est des questions essentielles pour nous pour comprendre ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, dans quelle manière, dans quel milieu vous allez évoluer pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, dernière partie très importante dans les questions essentielles, c'est comment vous allez vous organiser pour produire votre service ou votre produit. Est-ce qu'il y a des fournisseurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou est-ce que vous êtes tributaire d'un seul fournisseur pour la matière première qui va peut-être pouvoir être très fort et vous imposer ses prix? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous allez pouvoir faire jouer la concurrence des fournisseurs pour pouvoir négocier des bons tarifs? Est-ce que les matières premières, c'est une des grandes questions aujourd'hui? Vous l'avez certainement entendu, on est en pénurie de matières premières de tous les côtés, dans tous les secteurs. Je n'ai pas un client qui me dit en ce moment, tout va bien au niveau de mes fournisseurs. Les prix ont fortement augmenté parce qu'on est en pénurie totale. Visiblement, on paye la crise sanitaire, mais on paye aussi le fameux bateau qui s'est coincé dans le canal de Suez et qui a retardé des centaines de bateaux qui sont restés bloqués pendant plusieurs semaines. Et donc, tout a été décalé. Voilà. Il y a des produits qui ont dû être jetés, enfin, c'est terrible. Donc, il y a énormément de retard, même le papier, il y a des retards chez les papiers. Dans le papier, le prix du bois a doublé, une fois 2,5 quasiment sur un an, enfin, c'est terrible. Donc, il faut qu'on connaisse, qu'on voit que vous vous êtes renseigné, que vous savez avec qui vous allez travailler, où vous allez vous fournir, et si vous avez une connaissance de l'état du marché des matières premières aussi. Est-ce qu'éventuellement, vous allez devoir faire fabriquer votre produit par un tiers? Est-ce que vous allez sous-traiter une partie de la fabrication ou la totalité de la fabrication? Comment est-ce que ça a été organisé? Quel contrat est-ce que vous avez envisagé avec votre sous-traitance? Donc voilà, tout ça, on doit le connaître. Et deuxième partie, comment est organisée la vente finalement? C'est très bien, vous avez imaginé un super produit, vous avez réalisé un prototype, il a convaincu des clients test, vous avez maintenant la version définitive qui est mise en place, vous avez testé cette version définitive, elle fonctionne, vous allez la commercialiser. Comment est-ce que vous allez organiser cette commercialisation? Est-ce qu'on passe uniquement par de l'e-business? Est-ce que vous allez vous placer dans des magasins physiques? Est-ce que vous allez ouvrir une boutique? Voilà, ça c'est le canal de distribution. Est-ce que vous allez directement envoyer par la poste chez le client ou est-ce que le client devra venir chercher son produit ou son service quelque part? Comment est-ce que j'ai déterminé mes prix? Quelle est la politique de prix? Est-ce que j'ai bien calculé mes prix de revient? Et puis surtout, est-ce que j'ai bien calculé la valeur du service que je rends à mes clients? Est-ce que j'ai bien estimé ma valeur en tant qu'entreprise pour pouvoir calculer un prix qui soit juste, avec lequel je peux gagner ma vie en suffisance? Est-ce que je fais une bonne communication? Donc, quel est le marketing, la stratégie marketing que je vais mettre en avant? Quelles sont les valeurs que je vais défendre? Et on le sait aujourd'hui, c'est très, très important pour le client de ressentir de l'authenticité. De plus en plus de gens vont aller maintenant vers des gens
des entreprises qui ont un message, qui ont des valeurs, qui vont exprimer qui ils sont et ce qu'ils défendent comme vision du monde. Et donc, n'ayez pas peur de dire, ben voilà, si vous êtes concerné, je pense que c'est de plus en plus le cas dans les jeunes aujourd'hui, et ils ont tout à fait raison, et je suis 100% convaincu, la planète brûle, hein, on ne va pas le répéter, la COP26 vient de se terminer, il faut absolument réagir, et notamment dans la manière dont on va produire et la manière dont on va défendre des valeurs à travers son entreprise. Je crois qu'on doit tous faire des petits gestes de colibri, et je vous invite à penser votre entreprise comme une entreprise colibri qui fait ces petits gestes, qui pense, je sais pas moi, à économie circulaire, qui pense à éviter des emballages qui produisent des déchets inutiles, plastique, etc. Donc, pensez toute votre entreprise. Si c'est le cas, si vous avez des vraies valeurs, il faut en parler. Les gens attendent vraiment cette authenticité de votre part et ils attendent de se reconnaître. Voilà, qui sont les clients potentiels, qui sont les clients déjà acquis, et qui sont les marchés justement que vous n'avez exclus finalement au départ peut-être de votre produit, mais qui pourraient être atteints via d'autres canaux ou d'autres services. Donc ça aussi, c'est intéressant de savoir le marché que vous ne ciblez pas, pour qu'on puisse bien comprendre là où vous vous situez. Enfin, ce qu'on recommande toujours, c'est d'avoir un outil qui va expliquer, qui va résumer vos forces, vos faiblesses, ce que vous amenez de plus, et là où vous savez que vous avez peut-être des choses sur lesquelles il faudra travailler, ou des choses pour lesquelles vous allez devoir vous former, ou des choses que vous allez peut-être moins mettre en avant parce que ce sont des domaines dans lesquels vous avez encore du travail à faire. Voilà, on propose souvent l'analyse SWOT. Il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, hein. Vous pouvez utiliser celle qui est confortable pour vous. Il y a l'Ikigai, il y a plein d'outils différents de développement personnel ou d'explication personnelle. Mais l'avantage de l'analyse SWOT, c'est qu'on va travailler à la fois sur vous en tant qu'entrepreneur et aussi sur votre entreprise. Et comme vous le voyez, il y a moi et mon entreprise, mes forces et mes faiblesses. Et il y a également le marché, ce qu'il y a comme opportunité à saisir sur le marché et comme menace sur le marché. Et donc ça, c'est intéressant pour nous de voir comment on va croiser finalement les atouts et de voir comment, à travers tout ce qu'on vient de lire avant, tous les éléments que vous venez de nous expliquer, vous répondez de manière concrète à ces opportunités qui sont à saisir et comment vous avez peut-être des solutions déjà pour ne pas vous laisser démonter si jamais à un moment donné il y avait quelque chose de compliqué. Vous avez déjà anticipé, vous savez là où vous devez faire attention et vous avez déjà prévu si jamais quelque chose arrivait de négatif, je sais comment je vais réagir et je sais comment évoluer et me positionner. Donc c'est très important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur d'avoir conscience que votre entreprise, vous allez la lancer et elle va évoluer, elle va changer et peut-être même que vous allez devoir pivoter du tout au tout. Et les entreprises qui aujourd'hui continuent et durent, elles sont capables de se remettre parfois totalement en question si à un moment donné le marché évolue, car ça change parfois très très vite. Il suffit qu'il y ait un nouvel acteur qui arrive sur le marché, qui chamboule complètement la façon d'envisager les choses, et brusquement, il faut penser autrement. Je vous invite à penser à Kodak et à Nokia, c'est des exemples qu'on cite souvent. Et voilà, le marché du film argentique a totalement disparu parce que Kodak n'a pas cru que le numérique allait prendre autant d'importance, et pourtant, ça l'a fait. Donc, voilà. Donc, pensez qu'on peut, à tout moment, il faut être capable d'être souple et de s'adapter et donc d'être vigilant quand même. Donc, si vous avez déjà anticipé toutes ces menaces, toutes ces choses qui évoluent, si vous restez attentif à ce qui se passe autour de vous, vous aurez peut-être l'occasion de pivoter plus facilement et plus rapidement pour surfer finalement sur l'évolution de votre entreprise. Dernier point pour la partie, donc là on est toujours dans la partie qualitative, donc on va expliquer la qualité de l'entreprise, etc. C'est de nous présenter un business model Canva complet. Et j'ai l'habitude de dire, pour prolonger ce que je viens de citer sur le slide précédent, le business model Canva, souvent, on se contente de coller 2-3 post-it et on oublie que c'est quelque chose qui va évoluer, c'est un outil dynamique. Donc, il ne faut pas le faire une fois au début et puis après oublier complètement son business model Canva. Régulièrement, en fonction de ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir l'adapter. Avant de lancer le business, vous ne pouvez vous baser que sur des hypothèses. Vous imaginez que vous allez cibler tel type de client. Et peut-être qu'au moment où vous allez lancer le produit ou le service, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait un type de client que vous n'avez pas pensé qui va s'intéresser à votre service, qui va venir vous trouver, qui va venir consommer votre produit. Et donc là, il faudra peut-être réagir. Se dire, OK, je revois la manière dont j'avais envisagé de communiquer parce que je ne parle pas au même client. Je pensais parler à des particuliers et finalement, j'intéresse les entreprises, par exemple. C'est très schématique. Ou je pensais parler uniquement aux femmes entrepreneurs et finalement, je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc, je vais communiquer différemment. Ou le contraire, je pensais parler à tout le monde, puis je ne parle finalement qu'à certains types d'entrepreneurs. OK. Donc, tout ça, c'est un outil dynamique. Tout, y compris
le business model, la partie qualitative et quantitative, vous allez devoir régulièrement revenir dessus et vous dire, ben tiens, ça a évolué parce que j'ai testé sur le terrain, mes hypothèses ont été vérifiées, soit elles ont été confirmées, soit elles ont été infirmées. J'avais des croyances, elles ont été démontées, maintenant je vois que le système est autrement. Donc, je vais revoir mon business model Canva. Donc, gardez-le bien, gardez à l'esprit que c'est un outil dynamique. Voilà, ça c'était pour la première partie, la partie qualitative. On va partir maintenant dans la partie quantitative qui en soi est plus simple à expliquer, mais qui est parfois plus difficile à réaliser, puisque là, on va parler des chiffres. Donc ça, c'est le plan financier proprement dit. Donc les chiffres. Alors voilà, je passe le petit sommaire. Il y a des choses très importantes à savoir pour nous. C'est finalement que devez-vous investir? Comment allez-vous organiser la production? Est-ce que vous devez acheter des machines? Est-ce qu'il vous faut un fonds de roulement pour démarrer? Si vous allez devoir engager, est-ce que vous avez de quoi payer les salaires le temps que l'entreprise démarre? Combien de temps est-ce qu'il faudra pour amortir les investissements? Donc voilà, qu'est-ce que je dois acheter? De quoi est-ce que j'ai besoin? De combien est-ce que je dispose, moi, comme fonds propres pour démarrer? C'est une question super importante. Combien est-ce que je dispose pour démarrer? Et qu'est-ce que je vais devoir financer et sous quelle forme? Alors, bien entendu, vous allez me dire, moi, je ne suis pas banquier, je ne connais pas les différentes formes de crédit. Et effectivement, là, vous allez me dire, ben, moi, il me faudrait 50 000 euros, ou 100 000 euros, ou 20 000 euros. Ben, ça, c'est notre rôle à nous de vous dire, ben, dans ce cadre-là, pour financer tel besoin, on va utiliser telle forme de crédit. Et c'est là que nous, on va intervenir avec notre expérience. Ensuite, comment est-ce que vous allez gagner votre vie? C'est super important qu'on puisse avoir un résultat prévisionnel sur 3 ans. Donc, vous nous expliquiez, selon le marché, je vous expliquais tout ça dans la partie qualitative. Donc, mon marché, il est large comme ceci. Moi, mon produit, je vais le vendre à tel prix. Donc, si j'arrive à conquérir mes 10% de part de marché, à ce prix-là, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Alors, je le dis souvent, je ne sais plus si c'est plus loin dans le slideshow, mais c'est vraiment le chiffre le plus important de votre plan financier, c'est le chiffre d'affaires. On va vous dire souvent, c'est important pour nous le bénéfice ou le fameux cash flow, ce genre de choses. Mais moi, je dis, c'est le chiffre d'affaires. Dans une entreprise qui démarre ou qui n'a pas encore démarré, je dois vraiment être sûr que vous avez calculé correctement le résultat, les revenus que vous allez pouvoir faire rentrer dans votre entreprise, que vous avez déterminé que sur un mois, c'est possible de produire autant de produits et d'en vendre autant et que ça va me rapporter autant. Pourquoi est-ce que c'est le plus important? Tout simplement parce qu'à partir du chiffre d'affaires, on va retirer toutes vos charges. Et on va voir au final si vous avez, après avoir décompté toutes les charges sur le mois ou sur l'année, s'il vous reste suffisamment pour en vivre, pour en prendre un salaire et pour rembourser les crédits qu'on va vous faire. Si votre chiffre d'affaires est mal calculé, on va le voir tout de suite. Il y a parfois encore des comptables qui, par facilité ou parce qu'on va les voir, on dit comptable, fais-moi un beau plan financier, oui, pas de souci. Et le comptable, il commence par le bas. Et il dit combien est-ce que vous voulez gagner? Combien est-ce qu'il vous faut pour le banquier? Vous avez quoi comme crédit? Ah, vous voulez un crédit, il faut rembourser 10 000 euros par an et vous voulez 10 000 euros dans votre poche, ok, ça va. Et on part de 20 000 et puis après, il rajoute les charges et puis il nous annonce un beau chiffre d'affaires. Puis quand on recalcule le chiffre d'affaires, on se rend compte qu'il n'est pas réaliste. On se rend compte qu'il faudrait vendre, je ne sais pas, j'ai eu des situations où il fallait vendre 800 sandwichs sur une journée pour que le chiffre d'affaires clope dans une sandwicherie. Voilà, il y a des choses parfois complètement aberrantes. Par contre, si dès le départ, vous nous arrivez à nous convaincre que le chiffre d'affaires il est bien calculé, il est réaliste, il est prudent, et qu'avec un chiffre d'affaires qui a été calculé sur des exemples que vous nous avez donnés, sur les explications que vous avez fournies, et qu'après ça, on voit que vous avez la capacité de remboursement et suffisamment de quoi gagner votre vie, on sait déjà que vous avez bien pensé votre entreprise et que vous avez réfléchi à comment gagner votre vie. Donc voilà, il nous faut plusieurs scénarios. C'est toujours intéressant d'avoir un scénario réaliste et quand même un scénario pessimiste. Pourquoi? Parce qu'en début d'activité, c'est clair, on ne gagne pas dès le premier jour l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut le temps d'aller chercher ses clients, de fidéliser la clientèle. Parfois même, quand on reprend une entreprise qui marche très très bien, vous dites qu'il y a un commerce là, qui tourne à crever, le patron s'en va, je vais racheter ce commerce. Eh bien, on le sait qu'il y a environ 20% des clients qui ne vont pas continuer parce qu'il y a 20% des clients qui venaient spécifiquement pour le patron parce qu'il l'aimait bien, il était sympathique. Et rien que le fait d'avoir changé de patron, ça décourage certains clients qui vont plutôt aller vers la concurrence. Et donc, il faut aller les rechercher, ces clients-là. Donc, on sait que même en reprenant une entreprise, le chiffre d'affaires risque de chuter un petit peu.
c'est humain, tout simplement. Alors, le fameux break-even, on vous en a certainement déjà parlé. Le break-even, nous, on doit le connaître. C'est parfois difficile de le calculer. Le break-even, c'est à partir de combien de ventes est-ce que ce que je gagne couvre ce que j'ai à payer. Donc, si vous avez 5 000 € de charges par mois, eh bien, combien est-ce que vous allez devoir vendre de votre produit ou de votre service pour atteindre ces 5 000 €? Donc, charges fixes et charges variables incluses. Ça nous permet de savoir s'il vous faut 3 semaines du mois avant d'avoir atteint ce break-even, il ne vous reste plus qu'une semaine pour gagner votre vie. Si maintenant, vous savez qu'il suffit d'avoir fait 3 ventes avec 3 clients pour avoir atteint ce break-even, à partir du 4e client, vous ne faites plus que du bénéfice quasiment. Donc, vous êtes sûr de commencer à gagner votre vie très, 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 très vite. Donc, ça, c'est important d'avoir déterminé, de pouvoir savoir mes charges fixes sur un mois, mes charges variables en fonction de ce que je produis et ce que je vends, à quel moment est-ce que je vais dépasser mes coûts en termes de revenus. Et alors, comme je le disais, voilà, il est ici très important de bien comprendre comment et de bien expliquer comment vous avez calculé votre chiffre d'affaires, puisque nous, c'est vraiment la base qui fait tenir tout le raisonnement qui est en dessous dans la comptabilité. Alors, le plan financier, de quoi est-il constitué? On le voit dans le résultat prévisionnel. Vous allez dire, la première année, j'espère faire autant et je vais utiliser tel levier, je vais travailler de telle manière pour atteindre cet objectif-là. La deuxième année, je pense que je pourrais acquérir 10% de clients en plus, donc je vais augmenter mon chiffre d'affaires de 10%, etc. Ou bien, je vais peut-être pouvoir augmenter légèrement mes prix. Bien, je vais travailler différemment, ou je vais peut-être travailler sur un premier marché et à partir d'un an, je vais ouvrir vers un deuxième marché, où je vais faire venir un deuxième produit, où je vais investir de telle manière aussi. Donc tout ça, on va le voir. Et alors, très important, surtout si vous êtes en société, c'est le bilan prévisionnel. Donc le bilan, je vous rappelle, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la comptabilité, vous avez d'un côté vos ressources et de l'autre côté, comment vous avez utilisé ces ressources-là. Donc si vous avez des fonds propres et des crédits, vous avez acheté du matériel, vous avez acheté peut-être des machines, vous avez acheté du stock, voir comment ça va évoluer au fil des années, en fonction des nouveaux crédits que vous allez peut-être faire, en fonction du bénéfice que vous allez reporter, etc. Donc ça, c'est le rôle du comptable, mais c'est important pour nous que quand vous venez nous présenter votre business plan, vous ayez compris ce qu'il y avait dans ce plan financier, dans ce bilan, et que vous ayez compris quel était le rôle que vous avez à jouer pour que ça fonctionne. Et alors, troisième document très, très intéressant, c'est le fameux plan de trésorerie qui, là, va reprendre vos résultats mois par mois. Alors ça, c'est intéressant pour nous, surtout si vous avez besoin d'un crédit de caisse, comme on dit. Donc, le crédit de caisse, c'est un outil qui va vous accompagner pour acheter votre stock, le temps de produire votre produit et puis de le vendre, le temps que les clients payent. Donc, parfois, il faut sortir de l'argent avant de recevoir de l'argent. Et donc, le plan de trésorerie va nous permettre de voir à quel moment vous allez devoir faire des investissements, donc sortir une somme d'argent, et à quel moment cet argent va rentrer. Quel est le cycle finalement de flux de rentrée et de sortie de votre argent. Donc ça, c'est aussi le rôle du comptable, mais c'est important aussi de vous le comprendre. Si vous savez que tous les 3 mois, vous devez réachalander complètement votre stock et que vous allez devoir sortir une grosse somme d'argent, il faut pouvoir nous montrer qu'en 3 mois, vous avez vendu le stock précédent, ou en tout cas la majorité du stock précédent, et que vous avez fait suffisamment de bénéfices pour couvrir ces différentes dépenses et retirer ce qu'il vous faut pour payer votre salaire, le salaire de vos ouvriers, de vos hommes, etc. Notez bien toutes vos questions. Je sais que ça peut fuser dans tous les sens, que ça va éveiller plein de choses dans vos esprits. Donc voilà. Et Vincent, je vois qu'on a justement déjà des questions dans le chat, mais je te laisse continuer et je pourrais te les poser juste après. Ça Oui, va? je vais avancer. Je pense que À ton on aise, tu as arrive encore le doucement à la temps. fin. Et donc, dernière chose, donc à côté du bilan, c'est le compte de résultat. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Mon chiffre d'affaires, mes charges, mes achats de marchandises, mes charges fixes, éventuellement tout ce que j'ai comme assurance, comme frais de comptabilité, frais de marketing, frais de publicité et tout ce qui est comme charge crédit que le comptable va mettre. Ce qui me reste finalement à la fin comme bénéfice pour montrer que mon entreprise est pérenne. Ça, c'est le compte de résultat. Même chose sur 3 ans. Et nous, on va faire 2 analyses. En fait, en tant que banquier, on fait une analyse verticale, comme on dit. Donc, on va du chiffre d'affaires vers le bénéfice et on regarde comment ça s'est fait. Mais aussi une analyse horizontale. C'est-à-dire que sur 3 ans, on va regarder comment évolue ce chiffre d'affaires, comment évoluent les charges, comment évolue le bénéfice sur 3 ans. Et donc, on va faire des ratios, des comparatifs, et on va voir comment ces ratios évoluent d'année en année. Et ça, on le fait dans un bilan prévisionnel, mais on le fait également
quand votre entreprise, elle fonctionne déjà depuis 5 ans. Si vous venez nous redemander du crédit, on va regarder vos résultats sur les 3 dernières années et voir comment ça a bougé. Et s'il y a des événements particuliers qui se sont produits, je ne sais pas moi, vous avez une camionnette, cette camionnette, elle a été totalement sinistrée parce qu'il y a eu un accident et il y a une perte exceptionnelle qui a été reportée parce que l'assurance n'est pas intervenue à 100%. Eh bien, on pourra l'expliquer. On va vous poser la question. On va dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Ah, ben, cette année-là, j'ai eu mon véhicule qui a été sinistré, déclassé, et je n'ai pas été indemnisé correctement par l'assurance. Ah, OK. On voit que le comptable a mis. Et on comprend, on peut expliquer. Alors, on peut dire, ben, cette perte-là, de cette année-là, vous n'avez pas fait un bon chiffre d'affaires, ou vous n'avez pas fait un bon bénéfice, mais c'est expliqué parce qu'il y a eu une perte exceptionnelle. Et ça, nous, alors, du coup, on peut comprendre et corriger, finalement, rectifier les chiffres pour montrer que la capacité de remboursement, elle aurait été là s'il n'y avait pas eu cet accident. Donc, c'est important pour nous de voir dans les deux sens, vertical et horizontal. Le chiffre d'affaires, j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Vraiment, nous expliquer comment vous avez calculé le prix, parce que le chiffre d'affaires, c'est votre volume de vente fois votre prix. Donc, nous expliquer comment vous avez calculé votre prix, comment vous l'avez déterminé, comment vous êtes positionné sur le marché par rapport à ce prix-là aussi. C'est important de nous l'expliquer. Et alors, bah, si vous avez fait, ça peut être dans la partie qualitative aussi, si vous avez fait des enquêtes auprès de vos clients, des études de marché, différents types de recherches, présentez-les-nous, mettez les sources de tout ce que vous nous dites, si vous avez été comparé, si vous avez été voir sur différents outils de statistiques, eh bien, n'hésitez pas à nous mettre les sources pour qu'on puisse voir que ce que vous nous dites, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des hypothèses, vous avez vraiment été vérifié tout ça. Voilà, donc le tarif ici, on en reparle également ici. Voilà. Voilà, et le compte de résultat doit également nous expliquer pourquoi ça va fonctionner, puisque vous pouvez tenir compte de tout ce qui se passe et qui va inciter les gens à consommer votre produit. Éventuellement, si vous avez un concurrent, je ne sais pas moi, j'utilise toujours des exemples classiques et évidents, mais vous allez ouvrir une pizzeria. Si vous avez un ami qui a une pizzeria ou si vous connaissez quelqu'un qui a une pizzeria ou si vous allez chercher le nom d'entreprise, vous pouvez trouver un bilan sur Internet d'un concurrent pour nous montrer que ça tient la route, que votre business, dans une même situation, dans une situation similaire, votre plan financier correspond à quelque chose qui existe déjà. Et nous, en tant que banquier, on le fait. Moi, j'ai un portefeuille de clients, j'ai 400 clients, j'ai des collègues qui ont également 400, 500 clients. Donc, je passe un coup de fil à gauche, à droite, et je peux très facilement avoir un plan financier d'une entreprise qui existe et pouvoir vérifier avec un plan financier qu'on me présente si ça tient la route, si c'est cohérent. Donc, c'est important, si vous pouvez faire l'exercice, n'hésitez pas à aller interroger quelqu'un qui fait le même boulot que ce que lui, vous voulez faire, en lui demandant quelles sont les difficultés qu'il rencontre. La plupart des gens aiment parler de leur business, et je pense que si c'est fait de manière sympathique et joviale et souriante, ça peut être très utile d'aller avoir des informations de quelqu'un qui est déjà dans le marché et de nous montrer, ben voilà, je me suis renseigné, j'ai interrogé quelqu'un qui est dans le même secteur que moi, voilà comment il fait du chiffre d'affaires, voilà ce que disent ses clients. Et donc, il est tout à fait possible que moi aussi, ça fonctionne de cette manière-là. Alors, je passe les exemples de calcul de chiffres d'affaires parce que ça, je pense que ça fait partie des formations que vous avez avec vos accompagnants, avec vos professeurs, etc. Je vous ai expliqué, donc il y a bien sûr 2 types de charges, les charges fixes et les charges variables. Ça, vous connaissez aussi. Les charges fixes, c'est celles que vous aurez tous les mois, de toute façon, coûte, que vous vendiez ou que vous ne vendiez pas, que vous produisiez ou vous ne produisiez pas. Par contre, les charges variables, ce sont celles qui vont être juste uniquement si vous produisez et que vous vendez. Donc, j'achète de la matière première, je produis. Ben là, j'ai les charges. Si je n'achète pas de matière première, je ne produis pas, je n'aurai pas de charges variables. Je n'aurai que mes charges fixes. Si je vends, ben, je vais devoir mettre des emballages. Donc, je vais devoir dépenser mes emballages et peut-être en racheter. Si je ne vends pas, ben, je vais garder mon stock et je ne vais pas devoir racheter des emballages. Donc, voilà, c'est important de différencier les charges fixes et les charges variables. Et éventuellement, donc vous voyez, dans les charges variables, il y a aussi le transport, si vous devez vous déplacer, s'il y a des commissionnements à payer à des sous-traitants, ce genre de choses. Les charges fixes, ben, c'est le loyer, les frais d'électricité, les frais de véhicule, etc., les assurances, les salaires, ce genre de choses. On repasse sur des exemples de calcul. Le fameux break-even, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure en français, le point mort ou le seuil de rentabilité. Donc, vous voyez la ligne ici, c'est les charges fixes. Vous voyez les charges variables qu'il suffit de reporter au début des charges fixes, donc elles sont ici. C'est le cumul des charges variables et des charges fixes. Et donc,
là, la RT, c'est ma rentabilité. À un moment donné, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Et puis à un moment donné, ce qui est rentré dans mon tiroir caisse couvre ce que j'ai à payer sur mon mois. Et à partir du moment où je dépasse ce point mort, ce seuil de rentabilité, ce fameux break-even, eh bien, ce n'est quasiment plus que du bénéfice, puisque tout ce qui vient en plus, vient en plus. Et plus je m'éloigne, donc plus je suis à calculer correctement mon prix et ma capacité de production, plus je m'éloigne de ce break-even, plus je fais du bénéfice. C'est le danger, et c'est ce qui se passe avec souvent les entreprises qui font du low cost. Donc, si vous travaillez avec des produits très bon marché, vous avez des très petites marges, vous allez stagner au niveau du point mort juste au-dessus. C'est par exemple, je pense à Ryanair. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait le confinement l'année passée? Ryanair a licencié 3000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en low cost, donc ils font du bénéfice sur du volume. À partir du moment où on arrête de voyager, où on ferme les frontières, où les gens ne peuvent plus prendre l'avion, eh ben, ils n'ont plus de volume. Et donc, le volume chute. À ce moment-là, les charges, elles sont quand même là. Les charges fixes sont là. Et en très peu de temps, en un mois de temps, Ryanair était dans le rouge, mais dans le rouge grave. Donc, ils ont licencié d'un coup, puisqu'on ne sait pas faire trop de. Les charges fixes, c'est le personnel et les bâtiments et les avions. Ils n'allaient pas vendre leurs avions, ils ont licencié les personnels. Donc, ne soyez pas à low cost, privilégiez plutôt un bon calcul de vos prix pour essayer de vous éloigner le plus rapidement possible de ce break-even. C'est ce que s'il y a un pépin, plus vous êtes loin, plus vous pouvez amortir les difficultés. Voilà, voilà. Le bilan prévisionnel, je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est vraiment le comptable qui va venir, bien déterminer vos besoins, bien déterminer comment vous allez utiliser l'argent, qu'est-ce que vous allez acheter. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'investir dans du matériel? Est-ce que je ne peux pas, au démarrage de l'activité, garder des sous pour faire tourner au jour le jour mon business et louer peut-être une machine ou co-créer avec un partenaire qui a une partie de matériel et moi une autre partie de matériel. Je ne vais pas acheter une machine que je vais utiliser juste 3 mois par an, alors que j'ai peut-être un concurrent que je connais bien, qui a déjà cette machine et qui peut me la prêter de temps en temps quand j'en ai besoin sur un chantier. Et en échange, moi, j'ai une autre machine que je n'utilise pas non plus toute l'année et que je peux lui prêter quand il en a besoin. Donc là, on va répartir, ça se fait de plus en plus, ou bien je vais louer, ou bien je vais travailler en partenariat avec des concurrents qui deviennent finalement, on se répartit le marché, tout simplement. Donc voilà, c'est un des conseils qu'on peut donner à tous les débutants, c'est de ne pas investir quand on n'en a pas besoin. Commencez avec ce que vous avez. J'ai un ordinateur portable, c'est pas une bécane de course. Il est un peu lent, il rame parfois, mais au début, ça me suffit, je peux faire mon business avec. Quand ça tournera, quand je ferai du bénéfice, quand j'aurai besoin de faire des fakes, mon comptable me dira, voilà, tu vas gagner trop, tu risques de payer trop d'impôts, il sera toujours temps d'acheter un meilleur ordinateur à ce moment-là. Mais pendant 1 an ou 2, mon ordinateur, il va faire l'affaire. S'il faut, j'irai le faire un entretien, j'irai le faire nettoyer. Ça me coûtera nettement moins cher que d'investir 1500, 2000, 3000 euros dans un nouvel ordinateur pour démarrer avant même d'avoir gagné mon premier euro. Et Vincent, peut-être qu'on a un bel exemple justement aussi avec les agriculteurs, hein. Les agriculteurs aujourd'hui, toutes leurs machines, ils ne savent pas acheter autant de tracteurs, autant de machines pour leurs terres. Et donc, ils doivent justement travailler avec d'autres agriculteurs pour Exactement. essayer de se partager et essayer de rentabiliser leurs machines, quoi, hein. Donc ça, c'est Tout un ce qui bel doit. exemple. Mais il y en a bien d'autres dans le secteur aussi des étudiants. Et on pourra justement y répondre, parce que je vois qu'il y a encore quelques questions qui arrivent, mais à ton aise. Tout à fait. Il y a de plus en plus de plateformes de crowdsourcing ou ce genre de choses ou de peer-to-peer, et notamment dans tout le secteur de la construction. J'ai pas besoin, moi j'y connais rien, mais j'ai pas besoin de marteau-piqueur chaque jour, donc je vais le louer ou aller le chercher ou l'emprunter. Donc il y a des professionnels qui se mettent sur des sites, qui créent un profil et qui mettent leur matériel à disposition. Quand ils l'utilisent eux sur un chantier, ils le mettent en non disponible. Par contre, le reste est disponible. Et d'autres entrepreneurs, alors, peuvent aller voir que j'ai besoin d'une bétonneuse supplémentaire parce que je suis sur un gros chantier, j'ai besoin d'une camionnette avec un tonnage plus élevé peut-être. OK, je vais l'emprunter, je la loue pendant une période déterminée. Et donc, c'est des échanges peer-to-peer comme ça, un peu, qui existent, qui se développent de plus en plus. Notamment aussi tout ce qui est élagage, parquet jardin. Je n'ai pas besoin nécessairement du matériel pour grimper sur des sapins de 30 mètres de haut. Mais une fois de temps en temps, une fois sur l'année, on me demande d'aller. À ce moment-là, je vais louer le matériel de cordage, etc. Je ne vais pas l'acheter parce que je ne l'utilise qu'une fois par an. C'est de plus en plus fréquent.
Alors, bah, les investissements, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais est-ce que je dois payer un pas de porte à un fonds de commerce? Est-ce que je rachète un commerce qui existe et donc, du coup, je dois acheter ce fonds de commerce ou un droit de franchise? J'ai un de mes clients qui a une librairie, la librairie Club. Ben, on paye un droit de franchise quand on démarre une librairie Club. Donc, il a dû faire un financement pour acheter cette partie-là. Est-ce que je dois aménager des locaux? Je ne vais peut-être pas acheter un bâtiment tout de suite. Je vais le louer, mais quand même, il faut que je fasse des travaux. Il faut que je mette des machines, il faut que je mette des étagères, il faut que je mette un comptoir, que sais-je. Donc, tout ça, c'est des besoins d'investissement. Enfin, ça, vous connaissez hein, les matériels, les machines. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Donc, ça peut être des besoins d'investissement. C'est important d'en avoir parlé avec votre comptable et de nous présenter un plan d'investissement. Voilà ce que j'ai déjà. Là, je n'ai pas besoin de l'acheter. Voilà par contre, ce que je n'ai pas, qu'il faudra que je trouve. Ça, je vais le louer. Ça, par contre, j'ai besoin de le financer parce que c'est un truc que je vais utiliser tous les jours. Si je ne l'ai pas, je vais perdre de l'argent. Et nous dire en combien de temps ça va être remboursé, en combien de temps ça va être amorti, etc. Le bilan va prévoir également tous les frais, le fonds de roulement, donc ça c'est le comptable qui va le calculer également. Pour faire tourner mon business, j'ai besoin de liquidité en permanence sur mon compte pour payer mes charges fixes. Il faut que je paye mon loyer tous les mois, il faut que je paye mon personnel, il faut que je paye l'électricité, le chauffage, l'énergie, etc. Donc ça, je vais avoir besoin d'un fonds de roulement, de l'argent qui va tourner, qu'il faudra dépenser le temps que ça rentre, etc. Donc quel est ce besoin de fonds de roulement dont j'ai besoin pour acheter mon stock de départ aussi, qui ne sera remboursé que une fois qu'il sera vendu, etc. Voilà. Est-ce que je bénéficie d'aide pour avoir des primes, des subsides? Donc ça, on peut vous aider aussi. Donc, interrogez votre banquier. Il faut savoir qu'il y a des organismes indépendants qui vont vous aider à trouver des primes à l'investissement, ce genre de choses. Et en général, ces organismes indépendants font très bien leur boulot, mais ils prennent une grosse commission sur votre prime. Donc, vous vont peut-être prendre 10, 12, 15% sur la prime que vous allez recevoir. Le banquier fait ça pour 300 € de frais de dossier et donc c'est nettement moins cher. Donc passez par votre banquier et il fera le boulot encore plus vite puisque nous, on passe un coup de fil directement à la région wallonne ou à la région bruxelloise. Voilà le dossier du client, est-ce qu'il a droit à une prime? Oui, non. Et on a la réponse dans les 24-48 heures. On peut vous dire c'est bon. Voilà. Alors, petite chose à savoir, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Si à un moment donné, vous devez demander une prime à l'investissement ou un subside, il faut juste savoir que l'État prête sans problème quand on est dans les conditions, bien entendu, mais ils aiment bien qu'on leur demande la permission avant. Donc, le petit truc, c'est de ne jamais signer un bon d'achat tant qu'on n'a pas l'accord de la région wallonne ou la région bruxelloise. Donc, vous devez acheter un camion, un tracteur, par exemple, un agriculteur qui va acheter un tracteur avec une remorque, on peut lui donner une prime qui va jusqu'à 18% de l'investissement, donc ça peut être intéressant. Mais s'il a déjà signé son bon de commande d'achat, l'État va dire « Ah non, non, il fallait nous demander l'autorisation d'abord. » Ils sont très paternalistes. Et là, ils vont refuser. Mais par contre, si on n'a encore rien signé, ils diront oui. Et à ce moment-là, on signe après le bon de commande. Donc, c'est très important de le savoir. Ne vous engagez pas avec un fournisseur avant d'avoir l'accord de la région wallonne, de la région bruxelloise. Vincent, juste pour te signaler qu'il reste 2 petites minutes Ben avant oui, qu'on mais passe aux donc, questions. moi, je propose qu'on passe aux questions Oui, peut-être maintenant. Le reste, c'est du redit, du blabla. Je pense ok, qu'on va aller comme ça. Faut y penser à la tête. nickel. Un exemple de plan de trésorerie, comme vous voyez, le mois de janvier, février, etc. Combien je rentre, combien je sors. Donc voilà, on arrive à la fin. Donc je vous ai expliqué pendant l'exposé et le regard du banquier. Voilà, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me poser les questions. Parfait. Donc, dans un premier temps, je tiens vraiment à te remercier, Vincent, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir une vision aussi d'un banquier, voir un petit peu comment ça se passe quand on se met dans la peau d'un banquier. Ici, tu as donné vraiment pas mal d'informations. Premièrement, en se disant qu'il faut faire très attention à son business model Canva, donc son BMC, pour bien être certain qu'on a pensé à tout avant d'arriver aussi sur son plan financier. Tu as donné un bel exemple tout à l'heure quand tu as dit n'ayez pas peur d'analyser vos concurrents, d'aller rencontrer vos concurrents, d'aller parler avec des gens qui ont déjà lancé, je prends le cas un food truck ou autre, pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Parce que je suppose, toi aussi, Vincent, qu'à un moment donné, quand tu reçois quelqu'un dans un domaine très complexe, enfin, tu ne connais pas tous les coûts qu'il pourra avoir sur son projet. Et donc, comme tu as pu tout à l'heure l'expliquer, tu fais quand même appel aussi à des personnes externes qui ont déjà eu plus ou moins ce style de projet pour voir si son plan financier est compatible ou pas. Donc ça, c'est très important depuis le début de l'année. Je répète toujours aux étudiants, essayez de vous trouver un parrain, essayez de vous trouver une société qui va pouvoir vous donner un maximum de feedback, un maximum d'informations là-dessus. C'est un moment Oh, charnière pour répondre à ce que tu dis. On est tout seul dans sa bulle, on pense à son projet, on est dedans, on mange
son projet, on dort son projet, c'est notre bébé. Et donc, on a parfois tendance à le voir sous notre seul propre regard. Et donc, c'est très chouette à un moment donné de pouvoir avoir le regard de quelqu'un d'autre et de sortir de sa bulle, de s'ouvrir au Totalement. monde et d'aller voir ce qui se fait vraiment et de comparer. Et donc, de pouvoir ajuster ensuite le projet. Et, et surtout, ne pas avoir peur d'en parler, même si c'est vos concurrents. Ben, peut-être vous n'allez peut-être pas tout dire sur votre projet, mais essayez au moins d'aller chercher un maximum de feedback de eux, enfin de leur plan financier et de comprendre eux qu'est-ce qu'ils ont dû intégrer et faire attention au niveau de leurs chiffres, etc. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Premièrement, pour un banquier, à partir de quand vous trouvez que enfin, une société doit être rentable? Est-ce que c'est la première année, deuxième année ou troisième année ou peut-être plus loin? Comment tu arrives à savoir ça? Alors, c'est une question piège parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Chaque Ok, entreprise a une vie différente. Moi, je vais te répondre en tant que banquier ici d'abord. En tant que banquier, s'il y a un besoin de financement, si on nous dit j'ai besoin de 25 000 euros ou 100 000 euros, ben, il faudra que dès l'année où on nous demande l'argent, on soit sûr et certain qu'on sera remboursé. ok. Donc, c'est ça qu'on Sur- va demander. Par contre, la rentabilité, c'est quoi être rentable déjà, hein? C'est quoi une entreprise qui est rentable, hein? Mais par contre, en fonction du projet, il y a plein d'entreprises qui vont mettre, j'ai des clients parfois qui ont mis 10 ans avant de développer complètement leur produit et avant de commencer à le commercialiser. Je pense notamment à un ancien client qui était électronicien, qui a développé des enceintes hi-fi hyper performantes. Eh ben, c'est 10 ans de développement, de recherche et développement avec des financements de la région Wallonne, etc., pour l'aider à tenir pendant ces 10 années-là. Et puis voilà, après, il a équipé le studio de Michael Jackson aux États-Unis, à Los Angeles, mais il a fallu le temps de produire ces fameuses enceintes et de les mettre au point. Donc c'est quand qu'on est rentable? Voilà, c'est ça ok. la question. Mais par contre, voilà, il Ben, faut des financements. Ben, nous, on attend des garanties, on attend de voir comment vous allez nous rembourser. Et c'est clair qu'on va vous accompagner, on va vous surveiller au fil des mois et de voir comment ça se développe et que ça prend de l'ampleur. Et s'il y a des couacs en cours de route, si vous êtes capable de nous les expliquer et de nous dire ça va prendre un peu plus de temps, c'est pas pour ça qu'on va vous tourner le dos, qu'on va dire ah non, c'est fini, vous devez nous rembourser, point final. On est capable de s'adapter aussi si le projet est bien défendu. top. Vincent, pour toi, est-ce que c'est important que ton client, donc on va dire la startup, mette au moins une partie en fonds propres ou pas du tout quand tu donnes de l'argent de la banque? La réponse classique, c'est si on doit tout financer, bon, autant qu'on le fasse nous-mêmes sans vous. Il n'y a pas de raison que vous soyez notre employé. Alors à ce moment-là, non, c'est votre business, c'est votre bébé. C'est vous qui avez l'idée, c'est vous qui allez gagner de l'argent avec, c'est vous qui allez en faire quelque chose. Finalement, c'est pour gagner votre vie avec. Donc c'est normal qu'à un moment donné, vous mettiez aussi un petit peu la main à la poche. Et puis, c'est aussi beaucoup plus, l'engagement de la personne est beaucoup plus grand quand il a mis un petit peu de sous à lui ou à sa famille. Ça peut être des parents, hein, donc il y a le pré-coup de pouce. Si vous avez des parents qui sont prêts à mettre de l'argent dans votre entreprise, passez par le pré-coup de pouce pour qu'ils aient les avantages fiscaux. Mais à partir du moment où vous avez mis vos billes dans le projet, vous allez encore plus investi. Si c'est la banque qui a tout financé, il y a un risque de désengagement si à un moment donné, il y a des difficultés. Moi, je le vois quand je donne des formations, parce que je donne des formations sur le côté aussi. Quand je donne des formations payantes, bah, les participants sont beaucoup plus investis et engagés, beaucoup plus attentifs que quand c'est des formations gratuites, où en général, bah, on est plus sur son smartphone et on est moins engagé parce que bah, de toute façon, on ne l'a pas payé. Donc voilà. Tout à fait. Donc maintenant, vous avez aussi le crowdfunding, mais ça, c'est des choses qui vous permettent, enfin, on pourra en reparler un peu plus tard, Alors, le etc. crowdfunding, c'est très bien que tu en parles parce que c'est considéré comme des fonds propres. Donc, si Donc, vous totalement. avez, et alors c'est très très bien, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en avant dans votre business plan. Si vous avez fait un crowdfunding, il y a déjà 300 personnes ou 200 personnes qui ont mis 5 euros, 10 euros, 20 euros. Ça veut dire que vous avez déjà potentiellement 200 personnes qui sont intéressées par votre produit, qui sont prêts à vous suivre, qui sont prêts à mettre de l'argent dans votre produit. Vous avez récolté 20 000 euros, 15 000 euros, que sais-je moi. Vous avez fait 150% de votre objectif dans le crowdfunding. Ben nous, ça nous dit que vous avez déjà la capacité de mener un projet à bien, d'aller jusqu'au bout de ce projet de crowdfunding. Vous avez déjà la manière pour aller chercher les clients, vous savez parler de votre produit. Il y a déjà une publicité qui a été faite, et il y a déjà des gens qui sont prêts à acheter. Donc, c'est très bon Ok. pour le banquier, un crowdfunding. Et c'est Allez, considéré comme un effort propre. Vincent, je vais essayer d'avancer parce que je vois qu'on a encore pas mal de petites questions Ouais, ici. Maintenant, je ne sais pas si on arrivera à aborder tout. Au pire, tu pourras répondre aussi en message après ouais, tout à fait. sur les questions-réponses. Mais là, j'ai une question, c'est quelles sont les bases pour déterminer le prix du produit? Comment on arrive à déterminer son prix sur un produit? Est-ce qu'on ça, Alors, tu sais répondre ou pas? en 3 minutes, c'est pas possible, mais en fait, il y a
y a 4 leviers importants pour tout ce qui est pour déterminer le prix. C'est bien entendu votre capacité de production, combien est-ce que vous allez pouvoir produire en quel laps de temps, les charges fixes que vous avez. C'est sûr que si vous avez 5 000 euros de charges fixes et que votre concurrent n'a que 1 000 euros de charges fixes, il ne va pas avoir les mêmes besoins de faire rentrer de l'argent que vous. Et les charges variables. Et alors, le quatrième levier, c'est le levier du prix. Donc, quel est le prix que je vais déterminer? Alors, voilà, moi, je dis toujours, et combien est-ce que vous voulez mettre dans votre poche, finalement? Combien est-ce que vous voulez gagner? Si je veux avoir 1 000 euros par mois, ça me suffit comme salaire, ou si j'ai envie d'avoir 5 000 euros par mois comme salaire, ça ne va pas avoir les mêmes impacts non plus dans mon calcul de prix et dans ma stratégie commerciale. Donc voilà, c'est toujours délicat. Donc calculez vos besoins, combien est-ce que je dois couvrir de charges, combien est-ce que je veux mettre dans ma poche, combien est-ce que je peux produire. Je divise ce que je dois payer par ce que je suis capable de produire. Si je prends mon exemple, moi je donne des formations, si je sais donner 4 formations par mois et que j'ai besoin de payer 2 500 euros de charges et que je veux mettre 2 500 euros dans ma poche, il me faut que mes formations, je les fasse payer 1 000 euros par jour. Il faut que je gagne 1 000 euros avec mes formations. Si je sais avec personne, 200 euros la formation. C'est un bête calcul. Maintenant, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de valoriser votre savoir-faire, de faire une courbe de comparaison avec vos concurrents et de vous dire, OK, moi, par rapport au service que je propose, à la qualité de mon produit, à la qualité de ce que j'ai comme expérience, etc., si je compare avec mes concurrents, je peux me positionner dans le haut de la fourchette. Et moi, je recommande toujours aux gens d'essayer d'être juste envers eux-mêmes. Plus vous allez être en low cost, comme je disais tout à l'heure, plus vous allez devoir travailler beaucoup pour atteindre le même résultat que quelqu'un qui a un prix plus élevé que vous. C'est logique. Et donc, on risque parfois de s'épuiser quand on est trop bon marché, à devoir plus travailler pour atteindre ces résultats. Alors, j'ai la technique qui me dit qu'on va tout doucement devoir clôturer, Vincent, mais j'ai encore peut-être une ou l'autre question vite à aborder. J'ai quelqu'un qui me demande comment on fait quand on doit calculer notre CA alors qu'on n'a pas de concurrent ou alors que c'est un nouveau domaine. Comment tu fais quand c'est quelque chose de novateur, quoi? C'est la même base. Hein. Donc, c'est partir vraiment de se dire quelle est ma capacité de production et de vente, combien est-ce que je suis capable de vendre pour moi. Alors, on part d'hypothèses, bien entendu, au début, à quel prix, qu'est-ce que j'ai calculé comme prix. Et donc, le chiffre d'affaires, c'est le volume fois le prix. C'est aussi simple que ça. Et donc, si on a plusieurs services ou plusieurs produits, il faut faire un panier moyen ou il faut tirer des hypothèses. Et après, on va aller les vérifier par des études de marché. On va aller les ajuster au fur et à mesure qu'on développe l'activité sur le terrain. Donc, c'est ça que je disais. Il faut vraiment que ça reste un outil dynamique. Il ne faut pas faire son plan financier, son business plan une fois et puis le mettre de côté après avoir eu son crédit. Donc, c'est vraiment un outil qui doit accompagner le développement, la croissance et la remise en question de votre entreprise. Et donc, j'avais déterminé, j'espérais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et je m'aperçois après 6 mois que je ne suis qu'à 20 000, ça va coincer. Comment est-ce que je peux me remettre en question? Ou le contraire, je pensais faire 50 000 et je suis déjà à 50 000 après 4 mois. Waouh, génial, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai eu en plus que je n'avais pas prévu? Comment est-ce que je peux réagir pour accompagner cette croissance et ne pas abandonner? Parce que croître trop vite, ça peut être aussi dangereux que de croître pas assez vite. Et donc, de ne pas être aspiré par la spirale de la réussite. Il y a beaucoup d'entreprises qui, après 2 ans, ont grandi trop vite, se retrouvent avec trop de charges sans s'en rendre compte et coincent à un moment donné. On a engagé du personnel parce qu'on est tout content. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on a beaucoup trop de charges par rapport à ce qu'on est capable de supporter.